renom, quoi. Hein. Agir par la culture. C'est un noble titre. Ah oui, oui, tout à fait. Yann, le micro fonctionne? Le micro fonctionne bien? Parfait. Monsieur Simone, bonjour. Vous êtes professeur de linguistique à l'Université de Rome, mais vous êtes surtout l'auteur d'un livre tout à fait passionnant, Le monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite, qui est paru aux éditions Gallimard. J'ai une toute première question. Comment est-ce que vous conciliez cet apparent paradoxe? Depuis 2008, c'est la crise du capitalisme, c'est la crise bancaire, financière, et en même temps, la gauche européenne, comme on l'a vu aux élections européennes de juin 2009, perd les élections. Toutes les recettes sont pour une plus d'intervention de l'État, pour que les pouvoirs publics puissent mettre en avant l'intérêt général, et en même temps, les peuples d'Europe votent plutôt à droite, votent plutôt conservateur, votent plutôt pour une logique libérale. Est-ce un paradoxe apparent ou pas? C'est une belle remarque que vous faites. Il me semble que c'est une très, très juste vérité. C'est-à-dire, on aurait attendu, après la crise ou même pendant la crise, que les gens se déplacent en Occident au fur et à mesure vers la gauche. Car les gouvernements, même des gouvernements de gauche, tels que celui de Bush à l'époque, ont dû prendre des mesures de gauche, comme celle de nationaliser ou de contribuer de manière lourde à la financiation des banques et des entreprises financières. Mais malheureusement, cette expectation ne s'est pas réalisée, ne s'est pas avérée. Pourquoi? À mon avis, la réponse est contenue dans le titre même de mon petit livre, c'est-à-dire les gens sont tellement pénétrés par le monstre doux, la culture du monstre doux, que n'en se rendent même plus compte du fait qu'il y a des moments où les mesures de gauche sont nécessaires. Alors on est tellement infiltré par ce paradigme qu'on n'arrive même pas à faire ses propres intérêts. Dans les moments de crise, la gauche est nécessaire. À mon avis, c'est nécessaire aussi dans les moments qui ne sont pas de crise. Mais les crises sont les moments où ça se révèle de la manière la plus efficace. Mais malheureusement, ce signal n'a pas été reçu par les électeurs en Europe, tout au moins. Et donc, ce n'est pas un paradoxe, c'est un tournant historique qui se manifeste là, je crois. Merci beaucoup. Vous décrivez très bien dans votre livre qu'au fond, nous vivons un peu sous la forme d'un léviathan. D'un léviathan médiatico-financier, une forme de pieuvre suave, où les mots d'ordre aujourd'hui pour les gens, c'est consommer, s'amuser, rester jeune, et que la gauche plutôt apparaît comme le parti des valeurs de compassion, de sacrifice, de limite, de renonciation. Donc c'est extrêmement difficile. Comment essayer de dépasser cette alternative entre ces deux grands aspects des valeurs culturelles? Mais écoutez, ce n'est pas moi, heureusement, d'indiquer les voies par lesquelles modifier les attitudes actuelles des électeurs, mais c'est plutôt une tâche des politiques en tant que telles. Dans la gauche, la nécessité est particulièrement urgente. La gauche a perdu, à mon avis, a raté une série importante, même très importante, de rendez-vous historiques. Par exemple, elle n'a pas compris la valeur, le sens de la révolution numérique. On l'a considérée tout d'abord comme une sorte d'amusement, une sorte d'entretien superficiel, tandis que elle, la révolution numérique, allait modifier en profondeur notre esprit même. En plus, ils n'ont pas compris la signification véritable de phénomènes d'immigration de masse, immigration clandestine et non clandestine. Donc, la quantité de rendez-vous historiques que la gauche a ratés explique le fait qu'elle ne soit pas encore à la hauteur des temps, comme je dis. C'est une formule que j'emploie assez souvent dans mon livre parce qu'il me semble que cette formule décrive de façon éloquente la situation où l'on se trouve. Ils n'ont pas la perception claire de l'époque où nous vivons. Dans cette époque, comme le consumérisme l'a remporté pratiquement
partout l'esprit de la nécessité de se sentir jeune, de pratiquer les sports, de s'adonner aux soins du corps, etc., ça correspond par contraste à la réduction graduelle de la compassion, de la solidarité. Et donc on délègue, on transfère la solidarité aux organisations charitables, Médecins sans frontières, Emergency, etc., etc., mais on réduit la mesure dans laquelle personnellement on fait de la solidarité. Et il y a un autre élément que, me semble-t-il, vous n'avez pas mentionné dans ce paradigme, c'est celui que la culture digitale, qui joue un rôle essentiel dans ce panorama, dans le panorama actuel, a contribué de manière extrêmement lourde et même dramatique à confondre dans plein d'esprits la distinction entre faits réels et faits représentés, oui, entre le fait dur et sa reproduction sous forme d'images, de pixels, d'écrans d'ordinateur ou de télévision, etc. C'est une confusion qui ne persiste que dans les esprits les plus avertis, hein. Dans les foules, dans le peuple au sens réductif qu'il faut parfois attribuer à ce terme, la confusion est totale. À partir de quoi on voit ce fait qui, pour moi, est extrêmement grave? À partir du fait qu'on, par exemple, peut s'amuser dans un contexte de guerre, de rébellion, de massacre, car là, on peut faire des belles photos, on peut faire des reprises par portable et les distribuer dans tout le monde par YouTube ou d'autres forums sociaux, etc. Donc la confusion est continue et totale. Et on produit parfois des faits pour qu'ils soient reproduits en images. Donc c'est une hyperfétation de faits qui a contribué à faire trembler la distinction, qui est-elle cette distinction à la base de la conscience rationnelle de l'Occident. C'est le prolongement de Tocqueville, d'Alexis de Tocqueville, du despotisme doux. Vous dites dans votre livre Le monstre doux, au fond, on a hébété la volonté plutôt que de la briser. Ça, c'est une citation de Tocqueville que j'ai employée longuement et discutée dans mon livre parce qu'il me semble que ce petit texte, c'est quelques pages de sa démocratie en Amérique, contient une sorte de prophétie foudroyante. Il l'a formulée par rapport à son époque, ça c'est sûr, mais évidemment il a senti quelque chose qui changeait dans la structure même du pouvoir et du capital. Mais de toute façon, cette description s'adapte, elle, me semble-t-il, parfaitement à notre situation actuelle. Il y a quelqu'un qui dispose de nous et qui veut qu'on s'amuse sans souffrir, même en se soumettant complètement à des volontés qui ne sont pas la nôtre. Vous êtes italien, l'Italie vit un moment politique important. Silvio Berlusconi vient de quitter le pouvoir, il a été remplacé comme Premier ministre par Mario Monti. Ça vous laisse perplexe ou bien c'est pour vous une espérance pour le renouveau de votre pays? Tout d'abord, on a fait la fête, nous, et pas que chez moi, pour célébrer le départ de ce monsieur qui a marqué d'une manière si dure, si triste et méprisable, presque 20 ans de notre histoire. Mais après la fête, on a commencé à se demander qu'est-ce que ça représente, que ce gouvernement technique, comme on dit en Italie, formé surtout de professeurs d'université, mais pas que ça, des professeurs d'université qui sont la plupart aussi des professionnels importants, puissants, richissimes, et donc qui ne représentent pas au sens propre les intérêts de la population d'un pays comme l'Italie qui a très souffert avec l'administration Berlusconi. Donc pour l'instant, on a des espoirs vis-à-vis de ce gouvernement, mais les perplexités sont nombreuses parce que les raisons que je viens de mettre en liste déjà disent quelque chose. En plus, il y a un grand banquier dans ce gouvernement, dans le rôle le plus important de tout le cabinet. Il y a beaucoup de catholiques, peut-être un peu trop par rapport, disons, à la composition naturelle de la population italienne. Donc,
il y a pas mal d'éléments qui nous mettent un peu un soupçon, ou disons, qui nous rendent perplexes. De toute façon, on fait les félicitations les plus fortes à ce gouvernement qui, de toute manière, a pris à assumer une tâche énorme, qui est celle de reconstruire un pays qui a été presque terrassé par une administration catastrophique, et en plus de remonter, de reconstruire avec une patience religieuse la moralité, la morale du pays, qui sont elles aussi complètement à plat. Donc c'est une grande tâche et on fait tous les souhaits à ces gens qui ont eu, malgré les limitations que je viens de dire, le courage d'assumer cette tâche. Je vous remercie.